Jean-Luc Reichmann, un nom associé à l'esprit, à l'intelligence et à une chaleur rare à la télévision française. Depuis de nombreuses années, il est un visage familier pour des millions de téléspectateurs à travers l'émission Les 12 coups de midi et des séries télévisées humanitaires. Mais derrière ce sourire éclatant se cache un homme qui portait autrefois en lui une profonde solitude, quelque chose qu'il a finalement osé admettre à l'âge de 63 ans. Jean-Luc Reichmann est né le 2 novembre 1960 à Fontainebleau, en France. Après une carrière qui a débuté dans les années 1980 en tant qu'annonceur radio, il est rapidement passé à la télévision et est devenu une icône nationale. Le public l'aime non seulement pour son intelligence et son talent, mais aussi pour sa sincérité et sa facilité de communication. Il a passé des décennies à cultiver l'image du présentateur parfait, toujours optimiste, toujours positif. Mais derrière les projecteurs, Jean-Luc cache toujours une tristesse sans nom, une blessure d'enfance qui le suit jusqu'à aujourd'hui. Peu de gens savent que Jean-Luc Reichmann est né avec une grande tache de naissance sur le visage, une caractéristique qui lui a valu beaucoup de discrimination et de moqueries lorsqu'il était enfant. À cause de cela, il a longtemps essayé de le cacher avec un maquillage épais, évitant que le public ne le voie. Il lui a fallu de nombreuses années pour révéler son vrai visage et le partager courageusement. C'est une partie de moi, une partie de la personne que je détestais, mais c'est aussi la raison pour laquelle je m'efforce tant de réussir. Derrière le succès de Jean-Luc se cache une femme spéciale, Nathalie Lecoultre, sa compagne de vie et collaboratrice de longue date. Elle est scénariste, réalisatrice et accompagne toujours Jean-Luc dans les grands et petits projets artistiques. Ils ne sont pas ensemble avec un contrat de mariage tape à l'œil, mais avec une profonde compréhension et un respect absolu. Nathalie a un jour confié dans une rare interview: Jean-Luc est quelqu'un qui rend toujours les autres heureux, mais lui-même cache souvent sa tristesse. Il y avait des nuits où je restais éveillé à penser à des choses que je ne pouvais pas changer, aux critiques que je recevais quand j'étais enfant et aux erreurs pour lesquelles je pensais ne pas mériter d'être pardonné. Bien qu'il ait 6 enfants, Jean-Luc a admis un jour qu'il s'était toujours senti coupable de ne pas passer assez de temps avec eux lorsqu'il était jeune. Sa carrière télévisuelle bien remplie l'a souvent laissé absent des moments importants. La première réunion parents-professeurs, le 10e anniversaire de son enfant ou tout simplement un dîner de famille. Il y a des choses que ni l'argent ni le succès ne peuvent compenser, disait un jour Jean-Luc dans une interview, la voix basse. Je peux faire rire des millions de personnes, mais je ne peux pas essuyer les larmes de mon fils quand il est déçu à l'école. C'était la plus grande tristesse de ma vie. En 2022, Jean-Luc subit un examen médical de routine et découvre un grave problème cardiaque. Les médecins ont averti que s'il ne réduisait pas son stress et ne travaillait pas moins, le risque d'avoir un accident vasculaire cérébral était très élevé. C'était la première fois que Jean-Luc ressentait vraiment peur, non pas pour lui-même, mais pour Nathalie et les enfants. Depuis, il a commencé à adapter son mode de vie, manger plus sainement, méditer tous les matins et surtout, apprendre à dire non aux projets qu'il surcharge. Il a également passé plus de temps avec sa famille et a commencé à écrire des mémoires, comme moyen d'expression et de guérison. Ces dernières années, Jean-Luc Reichmann s'est quelque peu éloigné de son rôle principal d'animateur de télévision pour se concentrer sur le métier d'acteur et la production de séries télévisées. La série Léo Mattei, Brigade des mineurs, a été un tournant important, non seulement par son succès artistique, mais aussi parce qu'il a trouvé une autre joie, raconter des histoires vraies, toucher les émotions des gens et prendre la parole pour protéger les enfants, une passion qu'il avait toujours habitée depuis son enfance. Malgré avoir traversé beaucoup de souffrances, Jean-Luc Reichmann est aujourd'hui un homme plus calme, plus profond et surtout plus paisible. Il n'essayait plus de se cacher derrière le rire, mais osait affronter le passé avec la tristesse qui n'avait pas encore été nommée. Nathalie Lecoultre est restée à ses côtés, comme un soutien fort et silencieux. Ensemble ils ont continué à écrire les derniers chapitres de leur vie avec beaucoup d'amour et de pardon. Finalement, j'ai appris que la perfection ne consiste pas à ne pas faire d'erreurs, mais à avoir le courage de les admettre et d'aller de l'avant, a-t-il partagé dans ses mémoires. Et c'est peut-être là le plus beau message que Jean-Luc Reichmann veut envoyer au monde, non pas à travers une scène brillante, mais à travers le cœur sincère d'une personne qui a été blessée, mais qui choisit quand même d'aimer la vie jusqu'au bout. Jean-Luc Reichmann, à travers tous les hauts et les bas, est devenu un modèle pour une génération qui n'a pas peur de parler de la douleur, de la vulnérabilité et des imperfections de la vie. À 63 ans, il n'est plus seulement un homme qui apparaît à l'écran avec un sourire éclatant,
mais un véritable conteur, quelqu'un qui utilise ses propres expériences amères pour inspirer des millions de téléspectateurs. L'un des plus grands changements dans la façon dont Jean-Luc envisage la vie fut qu'il commença à voir la tristesse non pas comme un ennemi à éviter, mais comme un élément essentiel de la croissance. Dans une interview accordée au magazine Paris Match, il a confié avec franchise: « J'avais l'habitude de penser qu'il fallait toujours être fort, toujours positif pour ne décevoir personne. Mais maintenant je comprends qu'avoir le droit d'être faible est très humain. » Et en fait, c'est cette vulnérabilité. And then at scale, helping then every single student, no matter what their background, reflect and contextualize and make sense of that, to personalize it. So we have this much more fluid notion of what employability is and what it means, and what is the knowledge, like I said, the attitude, the behavior, the technical skills that are necessary to support them for the future. So, I mean, at NTU, we've got a really strong foundation with every course. We had a curriculum refresh initiative that's been running for a number of years now, where every course has to embed careers education, experience, and synoptic assessment, a reflective practice task. So there's some really good foundations in there, but that's far from being employability. So we're building on that, and we're developing that further, and we're just piloting a new taxonomy we've developed with a number of courses which really focus on these more durable qualities, not just the knowledge and the technical skills, but these other aspects and outcomes of learning. And I think what I'm really keen on is we shift that spotlight slightly away from this skills narrative. I know it would never happen. The government and the media, it's all they talk about, but we're missing a trick. And there's so many other offshoots, things I could talk about. I'll stop though. But yeah, really. Well, thank you, Doug. It's really interesting to hear that you've been working on this for so long and the patterns that you've seen emerge so far. I just had one other question, which was that, do you think as there's more disruption to the workforce ahead, this process will speed up and the diversity will speed up in terms of the type of people that universities have to educate, much in the same way that the rapid shift to online enable people to deliver things that they've been banging the drum for and were told, oh no, it's going to take 5 years to shift that to online, and people were doing it in 6 weeks or 3 months. Yeah, I mean, for me, the disconnect with the literature has been happening for over a decade. We've had literature over a decade telling us what kinds of areas of learning we should be focusing on. So we've got labour market intelligence, and that's fantastic, but there's a body of research that hasn't been looked at. And so for me, the pandemic has, if you like, amplified the need to look at this, accelerated it, if you like, that we need to develop people who are prepared to go out into that future and complex and unknown world where we don't know what the jobs of tomorrow look like. We don't know what the skills of tomorrow will look like, but with the right attitude as lifelong learners, being proactive, having the self-efficacy and belief that they can continue to learn and continue to develop as people, to adapt and be agile within. People will have multiple jobs. We know already that people will not have a job for life. They'll have multiple jobs and they'll have multiple careers. That's been a thing way before the pandemic. And I think, if anything, the pandemic's probably accelerated and amplified that. So it's even more important we now get back to basics and really ask ourselves, what are we doing? Why are we doing it? What informs that? And we're in the